du réseau. Donc, questions juridiques, etc. N'hésitez pas à passer par moi, notamment pour tout ce qui va être transition dans votre passage chez Axo. S'il y a des transitions entre réseaux à faire, on pourra en discuter ultérieurement. Je vais faire avec vous donc une petite formation sur la déontologie, sur Tracfin et sur le mandat. C'est une formation, si vous avez des questions à poser, allez-y. Soit vous les posez à l'oral, je pense que vous êtes suffisamment à l'aise de ce que je vois pour les poser à l'oral, soit vous les posez dans le chat et puis on y répondra. On commence, si tout le monde est OK. C'est parti. Oui. OK, d'accord, super. Alors, donc partie juridique, on va parler de la loi, on va parler de comment sécuriser vos mandats, comment sécuriser aussi vos pratiques. Un bon conseiller en immobilier, comme vous pouvez le lire, c'est un conseiller qui va maîtriser à la fois la partie législative, juridique. C'est mon travail que je vous apporte, donc n'hésitez pas à me solliciter là-dessus. Vous avez cette possibilité-là. Donc c'est un professionnel qui maîtrise ses obligations juridiques, qui maîtrise aussi la déontologie vis-à-vis des autres confrères, la déontologie aussi entre agents Axo. Je vous ferai part de quelques règles déontologiques que nous, on s'applique entre agents. C'est un professionnel aussi qui connaît les règles liées au mandat. Déjà, la règle de base, c'est que pour toute prestation, pour toute relation d'affaires, la recherche, la vente, la mise en location, il vous faut un mandat. Votre mandat, c'est le socle de votre activité. Je le compare parfois un peu comme un contrat de travail. Si on vous mandate pour une prestation de service, c'est un travail. Vous devez avoir votre contrat de travail. Votre mandat, c'est votre contrat. Donc, un professionnel qui maîtrise les obligations juridiques, n'hésitez pas à en passer par moi. Un professionnel qui connaît sa déontologie métier et un professionnel qui maîtrise la réglementation mandat et la réglementation Tracfin. Tracfin, c'est un sujet que vous connaissez tous, mais malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas encore tous, c'est général à la profession, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore adopté les bonnes pratiques Tracfin. Donc, on en parlera ensemble, vous verrez. Il n'y a pas de dramatisation à faire du sujet, mais il y a une pratique à adopter. L'avantage, c'est que pour certains, vous êtes nouveaux. Donc, finalement, vous allez pouvoir mettre en place ces pratiques-là sans trop vous référer à ce que vous faisiez avant. On part sur une base nouvelle pour Tracfin. Vous verrez, on présentera un processus mardi. Donc, étape 1 de la matinale de ce matin, c'est comprendre la déontologie entre agents. On verra ensuite le mandat. Je vous présenterai aussi MyNotary. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà familiers avec MyNotary. On le verra ensemble. Et on finira par Tracfin. Je vous donnerai quelques tips de c'est quoi Tracfin et puis comment est-ce qu'on respecte nos obligations légales Tracfin. Vous m'arrêtez si jusque-là il y a des questions. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ok, d'accord. La déontologie applicable à la profession des conseillers. Vous savez, pour beaucoup de métiers, c'est le cas des avocats, c'est le cas des médecins, c'est le cas des infirmiers, c'est le cas de beaucoup de métiers. On a une déontologie professionnelle. Donc, c'est finalement une sorte d'éthique professionnelle qui s'applique à une profession, à un corps de métier. En immobilier, on a aussi un code déontologique. Donc, on a vraiment un code déontologique, on a vraiment une déontologie professionnelle des professionnels de l'immobilier à s'appliquer, à respecter. La déontologie, c'est finalement une manière d'être, une manière de se conduire vis-à-vis de nos clients avec qui on est en relation d'affaires, vis-à-vis de nos confrères aussi. Nos confrères, c'est d'autres agents que le réseau Axo, vis-à-vis aussi des professionnels qui gravitent autour. Donc, on a tout un ensemble de règles à respecter, d'éthique professionnelle, de transparence, de conseils. Peut-être que si je dois choisir une seule valeur déontologique ici, c'est la transparence et le conseil, et l'éthique. Du coup, il y en a 3, donc c'est pas une seule. Le conseil, c'est quoi? Le conseil, c'est d'apporter de l'information. Votre devoir principal ici, c'est un devoir d'information et de conseil en tant que conseiller. On a toute une partie prospection qui vient avant, trouver un client, etc. Mais une fois que vous avez votre mandat, une fois que vous avez votre bien en poche, vous avez un devoir d'information, de conseil.
c'est votre devoir principal, c'est présenter un bien, c'est apporter l'information. On apporte par exemple, déontologiquement, on n'apporte pas que l'information au vendeur, on ne cherche pas non plus à protéger son vendeur ou à valoriser trop le bien de son vendeur. C'est plaisant pour un vendeur de valoriser son bien, mais il faut être transparent. Et ça, c'est la déontologie du professionnel, il faut être transparent vis-à-vis d'un acheteur. Un acheteur qui voudrait se positionner sur ce bien, vous devez lui apporter un ensemble d'informations sur l'état général de ce bien. Donc la déontologie professionnelle, éthique, transparence, conseil pour toutes les personnes qui gravitent autour de la prestation d'affaires, le vendeur, les acheteurs. Pour ce devoir de conseil d'information-là, on a mis en place des outils qu'on vous présentera à la semaine de formation à Angers. Tableau diagnostic, fiche technique de bien à vendre, ça fait partie d'outils qui vous aident finalement dans votre devoir de conseil et de transparence. L'éthique, c'est le fait de bien se comporter. L'éthique, par exemple, cas concret, on ne force pas un vendeur à signer un mandat. Le fait de forcer, alors il n'y a pas longtemps, j'ai eu Human, hier plus précisément, du coup c'était vraiment très très récent, Human qui voulait forcer un acheteur à signer une offre d'achat. Le fait de forcer une personne à signer un document contre son gré, ce n'est pas éthique, ce n'est pas déontologique. C'est ça en fait la déontologie professionnelle, c'est adopter un comportement qui vous paraît, vous, à peu près inné, je crois, mais il faut le savoir. On ne force pas quelqu'un à signer quelque chose contre son gré, on le conseille, on l'accompagne, on le convainc. Je préfère quand même choisir le terme de convaincre que de forcer. Et à chaque fois, quand je vous aurai au téléphone, si vous me posez la question, est-ce que je peux obliger mon client à, on ne l'oblige pas, on le convainc plutôt à faire quelque chose, à signer un document, à accepter une offre. On en reparlera encore aussi ultérieurement, on aura l'occasion d'en reparler. Comment est-ce qu'on convainc? C'est votre métier, c'est pas forcément le cœur de la matinale de ce matin. Ici, quelques principes clés, donc dont non-dénigrement, ça fait partie aussi, non-dénigrement, ça fait partie de vos valeurs déontologiques. On ne dévalorise pas nos confrères Axo entre nous, nos confrères aussi de la concurrence. Moi, mon confrère Human qui voulait forcer un client A, j'ai simplement expliqué au client qu'il n'était pas obligé, mais je n'ai pas dévalorisé le confrère Human. J'ai écrit plutôt au confrère Human pour lui rappeler les pratiques. Je ne l'ai pas dénigré, encore une fois, on ne dénigre pas. On fait attention à ses propos, on fait attention aussi à ses écrits. On reste dans finalement une sorte de bienveillance de profession, tout en sachant quand même qu'on est en concurrence les uns et les autres. Mais attention à vos critiques, à vos dévalorisations entre vous. On ne discrimine pas non plus. Lors des visites acheteurs, lors des visites locataires, je pense que ça va de soi. Je n'ai jamais eu de soucis là-dessus. Mais effectivement, une personne de couleur, une personne de religion, etc. Attention, il y a un principe déontologique en effet qui s'applique à la profession, qui est celui de non-discrimination. Donc, si une sélection de profils doit se faire, profil acheteur, profil locataire, on le fait par rapport plutôt à un dossier financier. Et pareil, si vous devez refuser un profil acheteur ou si vous devez refuser un profil locataire, basez-vous plutôt sur les critères financiers qui sont finalement ici le nerf de la guerre, le nerf de votre relation d'affaires. Et un principe de confidentialité. Vous allez avoir en votre possession tout un tas d'informations personnelles clients, carte d'identité, titre de propriété. Je ne parle pas des diagnostics, mais tout un tas d'informations personnelles, ne serait-ce que les numéros de téléphone par exemple. Attention, vous gardez ça pour vous. Ça fait aussi partie un peu de la réglementation RGPD. Donc, ne divulguez, essayez de ne pas divulguer d'informations personnelles, téléphone, mail, au grand public. Ça vous protège vous aussi, attention. Je fais une parenthèse aussi ici sur les échanges mail, les échanges écrits par mail. Faites attention parfois dans vos échanges à mettre en CCI vos destinataires, enfin vos personnes que vous voulez mettre par exemple en copie, ou à mettre en CCI vos destinataires si vous écrivez à plusieurs personnes, plutôt qu'à les mettre en CC. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence, mais essayez de garder les informations mail, téléphone, plus confidentielles, personnelles.
Après, au-delà du reste, au-delà de ces informations-là, tout ce qui est information diagnostic, tout ce qui est information état général du bien, tout ce qui est information rapport, etc., évidemment que ça doit être communiqué à la partie adverse. Enfin, à la partie adverse, en tout cas, à l'acheteur et ou au locataire. Je voulais juste vous parler, Christophe, si tu es d'accord de quelques valeurs de réseau. Nous, on s'est appliqué une charte que, je ne sais pas si vous avez déjà vu la charte AXO d'ailleurs, on pourra vous la représenter aussi, on pourra vous la représenter à la semaine de formation à Angers, mais on s'applique une charte professionnelle entre nous, entre collaborateurs AXO. Cette charte, on l'a mise en place pourquoi? Parce qu'il y avait des soucis sur les secteurs de prospection. Donc, autant que possible, si vous pouvez, essayez de prospecter vos secteurs propres. Si vous devez travailler sur le secteur d'un confrère AXO, prévenez-le, quoi. C'est juste le fait de le prévenir qu'on vous demande de faire, qu'il ne soit pas étonné de voir un panneau AXO sur son secteur. Ça peut créer quelques frustrations personnelles. Ça vous concernera peut-être ou pas. Enfin, sachez que on a tous un secteur de prédilection qui est lié à là où on habite. Évitez autant que possible de prospecter sur un secteur d'un confrère AXO. Et si c'est le cas, si vraiment vous voulez, prévenez-le, quoi. Organisez-vous entre vous. Donc je parle pas des réseaux, des secteurs d'agences, monde marchand, etc. Bien sûr, mais hors agence AXO, prévenez-vous. On a quelques principes déontologiques entre nous, c'est notamment l'exemplarité, c'est les valeurs humaines aussi. Je pense qu'on en a beaucoup parlé des valeurs humaines. C'est toujours la bienveillance finalement. La bienveillance entre nous, la bienveillance aussi vis-à-vis de nos clients. Et c'est la coopération. Je sais pas, je crois que je l'ai pas dit, la coopération. Mais on travaille entre nous, quoi. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Vous pouvez aussi mettre des messages dans le groupe Facebook AXO. Donc on coopère entre nous, on s'échange des bons conseils. Moi, je n'hésite pas parfois, quand j'ai des questions, à appeler quelques conseillers AXO pour avoir leur point de vue sur cette question-là, sur le terrain. Par exemple, le viager, je sais qu'on a un conseiller spécialisé en viager. J'hésite pas à faire appel à ses conseils. Donc, respect, coopération, éthique professionnelle, faites attention à vos secteurs de prospection. Honnêteté aussi, je pense que l'honnêteté, c'est une valeur AXO qu'on a vraiment à cœur. On nous fait confiance, on vous fait confiance aussi. Donc, soyez le plus honnête possible et bienveillant vis-à-vis de nous, vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos confrères AXO. Est-ce que c'est bon pour ça? N'hésitez pas, s'il y a on a le temps d'échanger. C'est bon pour moi. Bon aussi, ouais. Ça Non, vous fait pas peur, hein, c'est bon. jusque-là, vous me dites, hein, j'espère que je vous fais pas peur. C'est vraiment que de la déontologie, c'est une éthique. Mais je pense que dans tous les cas, si vous êtes AXO, c'est qu'au préalable, on s'est assuré que ces valeurs-là, vous les aviez. Donc, j'ai pas de doute sur le fait que vous remplissez pleinement toutes ces valeurs déontologiques. Vraiment, aucun doute là-dessus. Les autres aspects déontologiques, on en a parlé, hein, c'est la transparence. Communiquer clairement, ça c'est vraiment votre métier. Alors, 70% de votre métier, c'est la prospection. On ne va pas se le cacher, hein, trouver un client, c'est la prospection. C'est comment on prospecte, comment on trouve un client pour aboutir à la signature du mandat. L'autre cœur de métier, c'est quand même votre devoir de conseil d'information pour tout le monde. C'est une communication claire et honnête sur l'état général du bien, sur les conditions de la transaction, sur vos honoraires, vos services. Et des délais qui soient réalistes. Alors, évitez de vous avancer sur des sujets que vous ne maîtrisez pas, par exemple, ou des promesses exagérées. C'est pareil, si vous annoncez à un client que vous lui présentez un acheteur fiable, adoptez certaines bonnes pratiques. Encore une fois, vous avez la possibilité de partir de zéro, donc d'adopter ces pratiques-là sans que ce soit un changement d'habitude. Une bonne pratique, par exemple, c'est s'assurer qu'on a un dossier financier sain, solide, tant pour la transaction que pour la location. Un dossier financier sain, solide, c'est des garanties financières. Une bonne pratique, c'est aussi utiliser une fiche technique de bien à vendre. C'est tout un ensemble de questions. Je crois que certains, vous l'avez déjà certainement reçu. C'est tout un ensemble de questions. Il y a à peu près une trentaine de questions sur le bien qu'on pose aux clients vraiment pour avoir un état clair, général, honnête
de l'aspect de son bien. Le prix va être déterminé en conséquence. La transaction va être faite aussi en conséquence de l'information qu'on apporte. Donc attention, c'est vraiment votre cœur de métier. La transparence, c'est aussi le dire. Quand vous savez pas, vous suspendez, on s'appelle. N'hésitez pas à m'appeler vraiment au début. C'est possible qu'il y ait des questions auxquelles vous sachiez pas répondre. Vous pensez savoir répondre. L'IA peut-être vous donnera quelques pistes de réponse. Mais en réalité, c'est bien aussi d'avoir un point de vue extérieur, le mien, ou celui d'un confrère avec qui vous travaillez. Mais surtout, n'hésitez pas à appeler, à communiquer avec nous. Ça fait 8 ans que moi, je travaille chez Axo. Je crois que j'ai quand même vu pas mal de situations. À mon avis, j'ai fait le tour. Et la question que vous vous poserez, c'est une question qui a déjà été étudiée, vue, solutionnée avec un agent. Donc, si vous pataugez un peu, c'est pas un souci. On s'appelle, on se fait un appel téléphonique à 3, où on prend le temps ensemble d'en discuter ensuite ultérieurement, et on apporte ensemble une réponse claire à votre client. Je vous laisse la main sur la réponse que vous apportez. C'est souvent ce que je vous fais, pour que ce soit moins anxiogène pour vous là tout de suite. Souvent, ce que je vous fais concrètement, très clairement, c'est que je vous fais une réponse. La réponse, après, vous la basculez vous-même à votre client. Ça fait pro, ça fait que l'information, elle sort de vous, ça fait qu'on s'est quand même posé sur ce dossier, on a quand même travaillé sur ce dossier, donc c'est plutôt clair. Et culture d'entraide, on en a parlé, la coopération entre nous. N'hésitez pas, si vous avez forcément des connaissances que d'autres n'ont pas. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pourrez nous le dire en semaine arrangée. Des connaissances fonds de commerce, des connaissances autres que d'autres n'ont pas. Vous avez forcément vu des situations que d'autres n'ont pas vues. Donc, n'hésitez pas à partager aussi votre culture du métier, votre culture du commerce aussi, de la négociation, etc. On est vraiment sur un aspect déontologique, en tout cas sur une culture d'entreprise où on n'hésite pas à prendre des bons conseils aussi auprès des autres. On n'hésite pas à écouter les autres, on n'hésite pas aussi à prendre leurs bons conseils. Donc, partagez vos informations, partagez vos bonnes pratiques, ça moi j'aime bien. J'aime bien quand les agents me font part de bonnes pratiques, franchement ça c'est top. Et à chaque fois, je les partage aussi avec le réseau. Collaborer entre vous sur certains mandats, vous pouvez faire des délégations de mandats. Si par exemple, Tony, tu as un bien sur le secteur de Aude, il y a la possibilité de travailler ce bien sans que tu aies à te déplacer géographiquement, physiquement. On peut faire des délégations de mandats. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez des biens qui sont un peu loin, à faire appel à des collaborateurs Axo qui pourront travailler ce bien avec vous. Donc, vous aurez toujours la main sur le bien. Votre client sera en confiance parce que du coup, ce sera un collaborateur présenté par vous et ça se passera bien. Et puis après, pour la question de la rémunération, ça, effectivement, prévoyez-le entre vous, Tony et Aude, si vous travaillez ensemble. Faites-vous un écrit, toujours s'il vous plaît, mais faites-vous un écrit sur comment vous partagez la rémunération. Quelle rémunération, dans tous les cas, quel commissionnement, et comment vous partagez ensuite. Tu fais bien de le dire. Il n'y a pas de règle, en fait, chez nous, au niveau de la répartition des honoraires lorsqu'il y a une délégation de mandat. C'est des bonnes pratiques. Ça peut être du 50-50, ça peut être du 60-40, peu importe comment, ce qu'on a filé comme info. Si on a filé juste une info sans vraiment s'être investi, ça peut être qu'être rapporteur d'affaires. Ça peut être que 10%, par exemple. Enfin, peu importe. Merci, Fanny. Pardon. Pas de souci. Encore une fois, comme Christophe l'a dit, il n'y a vraiment aucune règle sur la rémunération, le pourcentage. Par contre, la seule règle que je vous demande de respecter entre vous, c'est l'écrit. Parce qu'une affaire peut mettre un peu de temps à se faire. Et s'il y a mis 1 an, quelques mois, si vous n'avez pas fait d'écrit, ça va être difficile, quoi. Ça va être difficile de dire qui a tort, qui a raison. Vous serez entendus entre vous, mais finalement, quand il y aura la question du paiement, on ne saura pas qui croire. Donc, faites-vous un écrit entre vous, vraiment, protégez-vous là-dessus. Et c'est honnête, et au moins c'est dit, et c'est posé. Il n'y a plus de doute sur qui a quoi. Pour la déontologie, si c'est bon pour vous, donc vraiment culture, Axo, entraide, bienveillance, coopération. On apprend de chacun, on n'hésite pas. Moi, il y a plein de choses que j'ai pas su au départ, que maintenant je sais grâce à vous. Donc j'hésite pas à le dire. J'ai créé des outils aussi parce que je me rendais bien compte qu'il pouvait y avoir une difficulté sur le fait de réunir l'information, le fait de
C'est pas inné pour tout le monde hein, de savoir quel diagnostic, de savoir quelles questions poser. Et ça n'est toujours pas forcément encore. Hein, il y a encore des questions à côté desquelles on passe. C'est normal, c'est humain. On a créé des outils pour ça, donc n'hésitez pas aussi à les utiliser. Soyez humble, quoi. Soyez humble au début. N'hésitez pas à bachoter un peu, mais ça va vous apprendre beaucoup aussi. S'il n'y a pas de questions, vraiment, n'hésitez pas à me poser les questions. Mais s'il n'y a pas de questions, on poursuit sur le mandat. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Du coup, c'est la partie que j'aime bien, le mandat. J'ai une question à vous poser pour vous faire participer. À votre avis, combien de typologies de mandat existent? 4. Ok, donc lesquelles? Mandat exclu, mandat simple, mandat partagé et mandat de recherche, je dirais. Ok. Et pour les autres, Nathalie, Angélique, Nawel, à votre avis, est-ce qu'il y a d'autres typologies de mandats? Mandat de recherche, je ne connaissais pas. Mandat locatif ou mandat achat? Ouais, ok. Mandat de recherche, effectivement. Ni, est-ce que tu as une idée d'autres mandats encore? Il y a le mandat de gestion aussi. Yes, effectivement. En fait, il y a vraiment beaucoup de typologies de mandats. Nous, chez Axo, vous allez voir, Mathias, chez Axo, on n'a qu'une seule, qu'une seule trame de mandat. Je pense que je vais vous la montrer quand même. Je vais vous la montrer quand même maintenant, cette trame-là. Comme ça, c'est fait. Et puis après, je reviens sur le document que je vous présentais. Je vous le présente là. Je vous présente le mandat Axo. On a aussi le mandat My Notary. Le mandat My Notary, sachez qu'il se présente différemment, mais c'est strictement un copier-coller du mandat Axo. On a basculé le mandat Axo chez My Notary. Ils l'ont copié-collé, c'est la même chose. C'est juste qu'il fait 10 pages. Le mandat My Notary, c'est pas un souci parce qu'on le signe électroniquement. Le mandat Axo, on l'a fait sur 4 pages parce qu'en général, vous l'imprimez. Donc, on a voulu être assez succinct. Alors, Mathias, du coup, pour te répondre, nous, chez Axo, tout ce qui est simple, exclusif, partenaire, c'est des options. En fait, on n'a fait qu'un seul type de mandat de vente. Donc, on a une seule typologie de mandat de vente, mais on a 3 options. L'exclusif, le simple, le partenaire. Je pense que les options, c'est bon pour tout le monde. L'exclusif, simple, je pense que c'est acquis pour tout le monde de savoir ce que c'est. Le partenaire, ça l'est un peu moins. Sachez que le partenaire, en fait, c'est un mandat semi-exclusif parce que la seule personne qui peut travailler le bien avec vous, c'est le vendeur. Okay. Encore une fois, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Si le vendeur travaille son bien, s'il vous présente un acheteur, vous partagez la commission. C'est pour ça qu'on dit que c'est un semi-exclu. Vous êtes un peu en concurrence avec votre vendeur. Mais chez Axo, on n'a qu'une seule typologie de mandat de vente. Et dans cette typologie-là, on a 3 options, l'exclu, le partenaire, le simple. Vous cochez ce que vous voulez, ça dépend de votre client, de ce qu'il veut vous accorder. Ensuite, à côté du mandat de vente, n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, encore une fois, on y répond. Je peux poser une question, mais je sais peut-être pas le moment, je ne sais pas. J'ai déjà vu donc les mandats Axo et le mandat partenaire particulièrement qui est pas mal utilisé et puis que j'ai finalement utilisé. Je voulais comprendre pourquoi les frais d'agence sont à la charge vendeur dans ce cas-là précis et pas les autres. Enfin voilà, pour quel okay. C'est une bonne question. Tout simplement parce qu'en fait, tu vas partager ta commission avec le vendeur. Donc, en fait, on met à la charge du vendeur. Je pense que cette particularité-là, je ne sais pas si tu l'as encore sur comment ça va apparaître dans l'annonce. Mais dans l'annonce, en fait, l'acheteur ne saura pas le montant de ta commission. Oui, Il ne connaîtra pas, l'acheteur, le montant de ta commission. Dans l'annonce, on mettra un prix FAI uniquement. Ce qui fait finalement que toi, derrière, si ton vendeur t'apporte un acheteur et que vous partagez la commission à 50-50, l'acheteur finalement ne le saura pas. Il ne saura pas quel était le prix net vendeur. Et il ne saura pas que sur le net vendeur, le vendeur gagne 50% de ta com. Je ne sais pas si c'est très clair, on imagine un prix de vente, tu vois.
Ah, ok, Ok. c'est par rapport à ça. Donc, le vendeur, lui, Ok. récupère la moitié de la com, en fait, finalement. Ouais, il récupère 50% de la com, du coup, son aide vendeur, il gonfle. D'accord, ok. Et pour pas qu'on ait un problème de transparence avec l'acheteur, etc., on se met en honoraire vendeur. Comme ça, le FAI reste le même. C'est juste que la répartition de la commission, c'est entre nous, l'acheteur n'a pas à le savoir, quoi. Ok, Je- très bien. Ok, Une je petite, comprends. une petite Merci. question, une petite Vas-y. question sur la semi-exclue, parce que j'ai déjà vu le cas. Donc le client vendeur peut vendre aussi de son côté, mais par contre, on est d'accord qu'il est obligé de mettre le tarif FAI. Ouais. Il s'engage à le mettre. Il y a une Alors, obligation légale ou pas dessus? ça, si tu veux, on pourra en discuter après ultérieurement, mais en fait, sur la semi-exclue, c'est pas ça le principe. Sur la semi-exclue, c'est vraiment s'il commercialise le bien de son côté, il faut qu'il te réadresse l'acheteur. Donc, s'il trouve un acheteur, il faut que l'acheteur passe par toi. Et là, vous partagez la commission. Là, sur ce que tu me dis, Mathias, c'est encore différent. C'est quand on est en mandat simple. Et c'est encore différent. Je ne sais pas si on aura le temps, je ne pense pas qu'on aura le temps, mais je me note si jamais on a le temps de t'en parler après. Ouais, D'accord. on en reparlera tout ça à Angers, mais c'est vrai que la stratégie du mandat donc partenaire, c'est avant tout de dire à votre client, je m'occupe de tout. Si vous avez un acheteur, envoyez-moi-le. C'est pas de lui dire, faites de la pub, parce que si vous faites de la pub, bah, on va se mettre en concurrence encore une fois avec nous-mêmes. Mais on en reparlera si vous voulez à Angers de tout ça. Mm. Les autres mandats de vente. Alors encore une fois, un mandat, c'est ce qui est dit ici. Hein. C'est pas une simple formalité. C'est vraiment, moi, je l'assimile au contrat de travail. Retenez cette idée-là du contrat de travail. On vous mandate pour une prestation. Vous devez avoir un contrat avec votre client. Un mandat, c'est un contrat. Si on vous mandate pour une prestation de vente, il vous faut un mandat de vente. Si on vous mandate pour une prestation de recherche, il vous faut un mandat de recherche. On est en train de se faire les typologies du mandat là. Mais mandat de vente pour une prestation de vente, mandat de recherche si un acheteur vous demande de lui chercher un bien, mandat de location si un bailleur vous demande de lui louer son bien, mandat de fonds de commerce, etc. si un commerçant vous demande de vendre son fonds de commerce. Ça, c'est les typologies de mandats. Il y a plusieurs mandats. En fait, il y a un mandat par prestation de service que vous pouvez réaliser. Au début, je pense que vous serez peut-être plus familier du mandat de vente, parce que c'est celui qui est le plus généralement utilisé. Mais il y en a d'autres. Il y a le mandat de recherche, le mandat de location, il y a d'autres mandats. Le mandat de gestion aussi, on en a parlé. Alors la gestion, on ne s'en occupe pas. Ce qu'il faut juste retenir ici, c'est que le mandat, c'est vraiment votre document prioritaire, principal. Avant de travailler, faites signer un mandat, c'est obligatoire. C'est pas juste une formalité, c'est vraiment que c'est obligatoire. C'est votre protection aussi derrière. Et faites signer un mandat correctement aussi, avec un numéro de mandat. C'est important. Avec les signatures de tous les propriétaires, c'est pas une formalité, c'est obligatoire. Vous prenez un mandat de vente, il faut s'assurer que tous les propriétaires aient signé. Donc il y a quand même un formalisme lié au mandat. Donc faites bien ce formalisme-là. La conséquence derrière, c'est que si ce formalisme-là n'est pas respecté, typiquement si une signature manque, votre mandat est contestable. C'est pas pour autant que vous ne serez pas rémunéré. Il y aura toujours un moyen de régulariser avec le client qui manque mais votre mandat est contestable. Donc en fait, un client pourrait très bien passer en direct avec l'acheteur que vous lui présentez. Et c'est là en fait qu'on... Oui, dis-moi. Excuse-moi de t'interrompre. Dans le cas où je souhaite par exemple me rapprocher d'un promoteur pour récupérer quelques lots en VFA ou lots achevés à la vente. Comment ça se passe Est-ce qu'on part sur un principe de mandat? Est-ce que, de toute façon, c'est lui qui me fera signer un apport d'affaires? Comment ça se passe? Alors, effectivement, comment ça se passe? Il va te faire signer un mandat de commercialisation. C'est très particulier. Si tu as le cas, on en discutera, mais ça va être un mandat de commercialisation dans lequel il va lister, mais ça va être un mandat, ça va juste pas être les mandats qu'on a dans nos documents types.
parce que c'est un document qui va sortir de son entreprise à lui. Mais c'est un mandat de commercialisation de lots, de biens qu'il commercialise et effectivement, il cherche des acheteurs pour ces lots et il passe par toi. On en signe quelques-uns, ça fait un moment que j'en ai pas vu passer, mais ça se trouve, c'est normal que j'en ai pas vu passer parce que j'ai pas eu de questions à traiter là-dessus. Mais ça s'appelle comme ça, un mandat de commercialisation. La méthode de transmission est exactement la même, c'est-à-dire que moi, je récupère le document et après, derrière, via ce que vous nous expliquerez plus tard, toi, tu le vises et tu le signes, c'est ça? Alors, on ne le vise pas et on ne le signe pas. On le vise et on le signe AXO uniquement quand c'est un mandat de commercialisation France. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en fait, quand c'est un partenariat avec ce promoteur et que d'autres agents peuvent être concernés. Si c'est vraiment un mandat de commercialisation qui te vise, toi, Nathalie, parce que du coup, c'est sur ton secteur, ce sera toi qui pourras le signer. Mais par contre, tu pourras nous l'envoyer pour relecture. Hein. Moi, je te le relis, il n'y a pas de souci. Ouais, ok. Et puis, je te le complète, je te le modifie, j'échange avec la personne en face. D'accord. Mais par contre, c'est toi qui le signes. D'accord, merci. Donc, sur les mandats, quelques infos obligatoires. Encore une fois, c'est très important de faire le point sur ces infos. Pourquoi? Parce que votre mandat peut être contesté. L'identité des parties, c'est une formalité obligatoire. C'est qui est propriétaire. Faites attention. Alors, je ne vous demanderai pas tout le temps de remplir à la date de naissance, mais par contre, on vous demandera tout le temps de bien identifier les propriétaires. Oui. Oui, moi j'ai une question. Comment, dans le cadre d'une succession, comment être sûr de connaître être sûr de connaître tous les propriétaires en fait. Si la succession se passe mal, on voit quelqu'un et il peut objecter de nous dire le nom d'un héritier, quoi. C'est une bonne question, en effet. La succession, tu as toujours un notaire en charge de la succession. Tu dois avoir un acte qui s'appelle acte de dévolution successorale. Donc, cherche à l'obtenir. Encore une fois, si tu patauges un peu sur ces questions-là de succession, c'est normal, c'est pas aussi évident que ça. On s'appelle, tu vois. Moi, j'ai des connaissances en matière de succession. Tu as peut-être pas, j'aurais des tips aussi à te donner. Donc, on s'appelle, tu vois. Et puis, on en discute. Et il faudra effectivement qu'on ait un acte de succession, un acte de dévolution successorale. Mais ça me fait penser surtout à la question que je voulais vous poser ici. Comment on sait qui est propriétaire? Les matrices cadastrales. Le cadastre, ok. Les demandes de matrices, ouais. Beaucoup plus. Alors, beaucoup plus simple que ça. J'ai pas compris, Mathias. La demande de matrice cadastrale. Ouais, ok. Sur l'acte de propriété. Vraiment beaucoup plus simple et ça doit être un réflexe chez vous. C'est presque un réflexe déontologique aussi. Adoptez-le tout le temps. C'est pas le cadastre. Le titre de propriété. Là, on parle de propriété. Ouais, franchement, le titre de propriété, adoptez-le comme bonne pratique, quoi. Le titre, lisez-le. Ça va faire partie des pièces obligatoires dans votre contrôle TRACFIN à obtenir. Donc, demandez le titre de propriété ou l'attestation de vente. Enfin, il y a le titre qui fait beaucoup de pages et puis il y a l'attestation de vente à côté qui fait 2 pages recto verso. Mais obtenez ça, quoi. Dans un cas classique hors succession, Tony, la succession c'est encore un peu différent, mais dans un cas classique, demandez le titre de propriété, vraiment écrivez-vous-le en rouge, c'est super important, passez pas à côté. Oui, ça fait partie des documents. Pour rebondir là-dessus, au-delà des différents propriétaires qu'il peut y avoir sur le titre, il y a aussi tout ce qui concerne les servitudes qui sont hyper importantes, qui peuvent dévaloriser le bien. Donc ça, c'est une première chose. Et une dernière que je voulais aussi préciser, parce qu'on parle de succession, mais il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des donations. Donc, vous pouvez avoir un titre de propriété, posez en fait des questions, surtout. Intéressez-vous. Oui, posez la question. Demandez-lui s'il a fait une donation. Parce que souvent, ils vont vous dire, non, mais c'est moi le propriétaire, c'est moi qui décide. Oui, mais est-ce que vous avez fait une donation? Ah ouais, j'ai donné à mes enfants. Ouais, il faut... Encore une fois, si vous pataugez, vous me le dites, on a des outils pour poser toutes les questions. On a une fiche technique de bien à vendre qui pose les questions sur le bien, mais aussi sur les clients.
Donc, utilisez des outils qui sont sur Adapt, bachotez un peu, familiarisez-vous avec des questions basiques à poser, mais elles ne sont pas aussi basiques que ça au tout début, c'est normal. Hein. Donc, identité des parties, titre de propriété, et puis on creuse un peu la question aussi. Le titre, il vous renseigne aussi, au-delà des servitudes, il vous renseigne sur le bien, la désignation du bien, son adresse exacte, ses références cadastrales, son état aussi au moment de l'acquisition par le vendeur, parce que le vendeur l'a acheté à un moment donné dans un certain état. Donc, on a quand même un ensemble d'informations super importantes aussi sur le bien. Donc, référez-vous-y, ne serait-ce que pour ça. Et on a le prix. Une question. Est-ce que c'est au moment Désolé. Est-ce que c'est au moment du mandat que l'on peut poser la question, savoir s'il y a eu un éventuel démembrement de propriété ou autre? Alors, le démembrement de propriété, c'est dans le cadre d'une succession. Dès lors que tu as un démembrement, c'est parce que tu as un décès. Donc, à la limite, pour répondre à Tony et puis à toi en même temps, quand tu vas chez le client, que tu vois que le client est veuf ou veuve, c'est qu'il y a nécessairement eu un décès et une question de succession. Et très probablement, effectivement, que ton veuf ou ta veuve est en démembrement de propriété. Mais avec ses enfants. Est-ce que, par exemple, un client qui a fait un démembrement de propriété et qui souhaite vendre, les enfants ou une partie de la nue propriété, est-ce que pour la vente, ils ont la possibilité, par exemple, de la bloquer ou pas? Du vivant. Oui, Je parle pas de succession. Oui, parce qu'ils sont propriétaires. D'accord. Tu as un démembrement de propriété acté. Si effectivement les enfants sont nus propriétaires et les parents usufruitiers, si c'est acté par un acte notarié, ils sont propriétaires. D'accord. Donc et dans en ces tant cas-là, que propriétaire, ils doivent signer ton mandat. Le mandat doit être signé par tous les propriétaires. Ok, donc il faut poser la question au client lors du mandat. Ok, super, merci. Oui, alors en général, vraiment, Mathias, rassure-toi. Rassure-toi, en général, le démembrement, c'est vraiment quand il y a un décès. Sinon, du vivant des parents, c'est plus des questions de donation. Mais le démembrement, et là, la donation, dans tous les cas, la question, il faut la poser aussi. Mais le démembrement, c'est vraiment quand tu as quelqu'un qui est décédé, c'est facile de savoir. Tu vas chez la personne, tu vois que la personne est toute seule, vit toute seule, c'est qu'a priori, elle a perdu son conjoint ou sa conjointe. Identité des parties, désignation du bien sur le mandat impératif. Référez-vous au titre de propriété ou à l'attestation de vente. Vraiment. Les conditions financières, du coup, c'est l'indication du prix sur votre mandat. On vend un bien à un certain prix, prix que vous aurez déterminé d'après votre rapport d'estimation Gestimo. Familiarisez-vous avec Gestimo, c'est vraiment un bon outil. L'affichage du prix. On verra ça en semaine de formation à Angers, si c'est en aide vendeur ou en charge, si c'est en charge vendeur ou en charge acquéreur. Je vous perds pas avec ça, mais le prix de vente du bien, d'après votre rapport Gestimo, et vos honoraires AXO, qui sont pris d'après le barème d'honoraires AXO. Et en fait, en vérité, maintenant, le barème d'honoraires est assez libre. On est limité à 10% quand on dépasse les 100 000 euros. Donc, vous pouvez prendre des honoraires jusqu'à 10% du prix de vente. C'est assez libre. Il n'y a plus de règles de fourchette pour ceux qui ont connu les barèmes à fourchette. Durée et renouvellement du mandat. Donc, le mandat est valable pendant 2 ans. À l'échéance de 2 ans, vous re-signez un nouveau mandat. Normalement, ça ne devrait pas concerner beaucoup d'entre vous. Donc, le mandat est valable 2 ans, peu importe l'option que vous souscrivez. Passé les 3 premiers mois, le mandat peut être dénoncé par le client à tout moment. Donc, sachez-le, un mandat de 2 ans qui peut être dénoncé à partir du 3e mois, à tout moment par le client. Et donc, le mandat doit être signé par tout le monde, soit électroniquement, soit à la main. J'insiste pour ceux qui font signer des mandats à la main. Je ne sais pas qui ça concerne ici encore, mais il y a beaucoup d'agents chez nous qui font signer des mandats. On archive beaucoup de mandats tous les jours. Mandat à la main, vous devez faire signer 2 exemplaires. Je ne sais pas si c'est une règle qui parle à tout le monde, mais le double exemplaire, vous allez chez votre client avec un mandat, venez avec 2 mandats. Un mandat pour vous, un mandat pour votre client. Je vous le dis là aussi, c'est une règle obligatoire. Chaque personne, chaque partie, vendeur, vous, repart avec son propre mandat. D'accord.
Et on vous envoie C'est l'original. bon. Et vous nous envoyez effectivement l'original au siège. Vous verrez des originaux, hein, je vous en montrerai quand vous serez là à Angers. Je vous ferai passer un classeur. Sachez que chaque original est aussi en la possession du client. Donc venez avec 2 exemplaires originaux chez le client. La typologie des mandats, on l'a fait. Hein, il y a le mandat simple, le mandat exclu, le mandat semi-exclu, le mandat de recherche, le mandat de location. Alors, encore une fois, pour moi, les simples, les exclusifs et les semi-exclus, c'est des options chez Axo sur notre mandat de vente. Mais effectivement, voilà, mandat simple, exclu, semi-exclu, recherche, location, fonds de commerce. C'est vos typologies de mandat. Chaque prestation de service a son mandat type. Forcément, on insiste auprès de vous, alors autant que possible, pour que vous ayez un mandat exclusif. Pourquoi? Parce que l'exclusivité, c'est le gage que vous serez tout seul pendant un certain temps, au moins pendant les 3 premiers mois du mandat. Et c'est toujours un bonus pour vous d'être seul sur la commercialisation d'un bien. Ça évite d'être en concurrence avec un autre confrère, ça évite les problèmes de visite, ça évite les problèmes d'offres d'achat en concurrence, de quelle offre prime sur l'autre, alors qu'en réalité, aucune offre ne prime sur l'autre. Le client a le choix et a le droit de choisir l'offre qu'il veut. Mais le mandat exclusif, forcément. Alors, comment l'obtenir? Je pense que là, vous verrez avec Christophe en formation à Angers, parce qu'obtenir l'exclusivité, ça veut dire qu'il faut vous faire assez confiance. Donc, il y a un rapport de confiance, il y a un aspect commercial, mais il y a aussi un aspect confiance, crédibilité que vous devez laisser transparaître aussi. Donc, je pense que Christophe aura les bons tips en formation à Angers pour les conseiller là-dessus. Oui, on rentrera plus dans le détail, en effet. MyNotary, alors je voulais vous montrer le logiciel MyNotary, mais est-ce que c'est là, enfin, on le montre maintenant, du coup, Christophe, le logiciel, j'ouvre un mandat et puis... Je pense que ça sera peut-être plus ludique et intéressant de le faire à Angers parce qu'au moins ils auront leur ordinateur, MyNotary, enfin, je sais pas ce que tu en penses. Si, je pense que c'est bien. Dans tous les cas, si j'avais ouvert un mandat MyNotary, je vous aurais montré strictement le même mandat que je vous ai montré, mais version MyNotary avec une dizaine de pages. L'avantage de MyNotary, c'est que la question du double exemplaire, vous l'avez plus. Vous faites signer en électronique à chacun de vos clients signataires et le mandat est généré électroniquement sur la boîte mail de votre client. Donc, il n'y a plus de question il faut imprimer 2 fois le mandat, quoi. Donc, si vous pouvez privilégier MyNotary, allez-y. Donc, ça sécure effectivement juridiquement. Pourquoi? Parce que MyNotary intègre directement toutes les mentions. Il y a quand même un travail de reprise d'information qui est assez conséquent. Il vous dit aussi, quand il manque une information, vous ne pourrez pas valider le mandat sans numéro de mandat, par exemple. Donc, c'est un gage de sécurité. Alors qu'à la main, si vous avez une mauvaise pratique, vous pourrez toujours faire signer un mandat sans numéro. Mais au siège, on ne vous le validera pas. Donc, sécurité juridique avec MyNotary, validation que si le mandat est complètement rempli. Vous conservez aussi l'historique de vos échanges, de vos signatures. Vous avez des preuves juridiques. Et puis, c'est un gain de temps aussi, MyNotary, ne serait-ce que pour la signature électronique. Et pour déposer vos documents, c'est quand même un bon outil, effectivement. J'en arrive au volet TRACFIN. Si volet TRACFIN, j'ai pas envie de vous faire peur avec ce volet-là, mais il faut en passer par là. Comme ça, est-ce que ça vous parle un peu? Est-ce que vous avez quelque chose à me dire sur TRACFIN? Est-ce que vous avez un mot-clé? Si je dois vous demander quelque chose, un mot-clé TRACFIN, marchand de sommeil. Marchand de sommeil. Ok. Blanchiment d'argent. Comment? C'est contre le blanchiment d'argent, en fait. C'est pour voir si ouais. si c'est pas un Mexicain qui vient avec une lunette de billets acheter une maison, quoi. Ouais, retenez-le, ça vient. Alors, pourquoi est-ce qu'on a TRACFIN? Pourquoi est-ce qu'on a une lutte contre le blanchiment d'argent? À l'origine, ça vient d'Al Capone. Tout le monde connaît Al Capone ici. Effectivement, on lutte contre le blanchiment d'argent, on lutte contre le fait d'insérer dans la société de l'argent sale.
ou de l'argent aujourd'hui qui sort des réseaux terroristes. Donc blanchir l'argent des réseaux terroristes, blanchir l'argent des réseaux de criminalité, c'est de l'argent sale, hein, dans tous les cas. Peut-être moins sale que... Alors Al Capone, c'était beaucoup de meurtres, de criminalité, et finalement, ici, c'était... Bon, c'est effectivement, on lutte contre le fait de blanchir de l'argent sale. Et en immobilier, effectivement, l'immobilier, c'est quand même un secteur particulièrement à risque. Les opérations immobilières, le luxe, il y a quand même beaucoup de transit d'argent, on parle beaucoup d'argent. Il faut rester vigilant, et puis ne serait-ce qu'au-delà de l'argent, c'est aussi des clients qui parfois pourront être sanctionnés. Tout ce qui se passe en Russie, tout ce qui se passe dans d'autres pays du monde, il y a des sanctions qui sont prononcées, des sanctions internationales contre certaines personnalités politiques qui, finalement, ont leurs comptes bancaires qui sont gelés, ne peuvent plus disposer de leurs biens comme ils le veulent, donc plus les vendre non plus. Donc finalement, en fait, c'est quoi Tracfin? C'est un peu contraindre un individu à ne pas pouvoir vendre son bien ou à ne pas pouvoir acheter. Donc insérer de l'argent dans la société. Tracfin, c'est quoi? Tracfin, c'est un service, donc marchand de sommeil, si tu veux, malheureusement, c'est un service de renseignement, mais un service de renseignement que nous, on doit alimenter. C'est vous, les professionnels sur le terrain, qui êtes finalement un peu les premiers acteurs clés de ce service de renseignement. Vous devez renseigner ce service de renseignement et je le contacte, c'est moi qui le contacte si vous avez un doute. Je le contacte et je lui dis là, sur cette affaire-là, Tony a un client serbe qui fait appel à une banque kosovaque. C'est arrivé, un cas concret à Axpo, c'est arrivé. On n'a pas fait la banque, on n'a pas fait la vente, mais client serbe, banque kosovaque, on n'a pas fait la vente, mais en réalité, j'aurais dû déclarer à Tracfin. Donc c'est ça en fait, Tracfin, c'est ne pas laisser rentrer dans votre activité, ne pas faire de vente à une personne qui serait fichée, qui serait interdit de pouvoir disposer de ses fonds ou de pouvoir vendre ses biens. Vous êtes en première ligne, pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent qui va transiter dans vos opérations. Vous êtes en première ligne aussi parce qu'il y a des biens qui vont se vendre. On parle beaucoup d'argent qui transite par l'intermédiaire des acheteurs, mais en France, sachez que sur la Côte d'Azur, il y a beaucoup de biens russes qui sont gelés. Il y a beaucoup de biens russes qui sont gelés. Les Russes, en France, je ne sais pas comment ça se passe. Après, ils font probablement des montages par l'intermédiaire de leur avocat. Mais là encore, contrôle Tracfin obligatoire. Il y a beaucoup de biens qui sont gelés. Donc, des biens qui ne sont pas vendables. Même si c'est des biens à plusieurs millions d'euros et que vous avez une grosse commission à la clé, ne vous amusez pas à faire ce genre d'opération parce que contrôle Tracfin, parce que derrière, le bien n'est pas vendable et qu'en réalité, on doit déclarer à Tracfin et suspendre la vente. Donc, Tracfin, c'est quoi principalement pour vous? Tout ça, c'est moi. La déclaration, c'est moi qui l'a fait. Pour l'instant, j'en ai pas faite. Je croise les doigts, mais si jamais il faut que j'en fasse une, j'en ferai une. Tracfin, c'est d'abord connaître vos clients. Et clients, c'est tous vos clients. C'est votre vendeur. On en revient un peu à la signature du mandat, l'identité du propriétaire, etc. C'est qui est votre client. Qui sont vos acheteurs aussi. Tracfin, c'est aussi demander des justificatifs. Et là, mardi, on vous présentera une procédure Tracfin vraiment très poussée parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un réseau de conseillers en immobilier qui a été condamné très sévèrement à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, c'est identifier vos clients, tous vos clients, c'est savoir qui ils sont, quelle profession. Si c'est une société, remonter à la personne physique qui gère cette société, aux bénéficiaires effectifs. Il peut y en avoir plusieurs. Donc, vendeur comme acheteur. C'est faire ce contrôle et c'est conserver vos justificatifs de contrôle. Le titre de propriété, les cartes d'identité, les extra-cabis s'il faut, parce que si c'est une société, il vous faudra un extra-cabis et les statuts et connaître le bénéficiaire effectif de la société. Et c'est être constant aussi sur votre procédure de vente. Constant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opération peut vous sembler... Alors là, on parle de criminalité, on parle de terrorisme, on parle de blanchiment. Tracfin, ça lutte aussi contre les donations déguisées, c'est un peu moins su. Mais attention, donation déguisée, Tracfin, contrôle. On ne peut pas faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc, restez constant. Vigilance constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire toute l'opération de vente, vous la suivez. J'ai l'impression parfois que certains d'entre vous s'arrêtent à la signature du compromis et se disent le compromis est signé, c'est bon, je lève le pied.
Non, en fait, le compromis est signé, on suit le financement déjà, et puis on suit un peu comment l'opération se déroule. Si vous avez une substitution de dernier moment, soupçon Tracfin, attention. La substitution, ça parle peut-être à certains et pas à d'autres. Donc si vous avez, s'il y a une question là-dessus, vous me le dites. Mais la substitution, si une personne que vous ne connaissez pas se substitue à votre acheteur, attention, on doit recontrôler cette personne. Tracfin, c'est identifier nos clients, conserver tous nos justificatifs, notre enquête. On va être un peu les Sherlock Holmes de Tracfin. Mais c'est obligatoire, c'est votre responsabilité personnelle. Alors pour le coup, j'insiste là-dessus et j'insisterai mardi. On a un agent qui, c'est la première fois probablement, mais l'agent s'est fait sanctionner directement. Le réseau, l'agent s'est fait sanctionner à plusieurs dizaines de milliers d'euros parce qu'il n'avait pas fait son contrôle Tracfin. Donc si on vous en parle ici, c'est vraiment pour vous inviter à mettre en place une bonne pratique et puis éviter qu'un jour ça tombe sur vous parce que aujourd'hui, il y a des contrôles qui sont réguliers. Donc, identifier, conserver les... C'est pas un agent AXO, hein? Non, bien sûr, non, c'est pas un agent AXO, par contre, je vous rassure. Non, heureusement. Exercer une vigilance constante, mais je pense que là-dessus, c'est clair pour tout le monde. Suivi du financement, laissez pas votre client tout seul faire son financement, suivez-le. Ça lui met un peu aussi la pression, quoi. Mais restez vigilant là-dessus, ne serait-ce que pour ça. Et puis, restez vigilant aussi si jamais il y a une substitution qui se passe. Jusqu'à présent, encore une fois, hormis les SCI qui se sont créés en cours d'opération, SCI familiales, on n'a pas eu de substitution louche. Mais quand même, vous vous basez pas non plus sur le fait de dire le notaire fait, le notaire sait. Le notaire travaille avec vous, vous travaillez avec lui, on ne se décharge pas sur le notaire. À la limite, déchargez-vous sur moi si vous avez une question. Et le notaire fait autant que vous, et demain, si on est contrôlé, on vous demandera le contrôle que vous avez fait. Et il faudra en justifier. Quelques situations comme ça. Montage juridique complexe sans justification. Alors, origine des fonds imprécise ou douteuse. Alors, cas concret, je vais essayer d'illustrer un peu les signaux d'alerte que vous lisez ici. Cas concret, il y a quelques années, j'étais chez Axo, il y a à peu près 5 ans, je pense, ça remonte, on a une jeune fille de 30 ans qui est venue payer cash un château de plus d'1 million d'euros. C'est assez flagrant, je pense, pour tout le monde. Si vous voulez, les signaux d'alerte typiques, ça va vous sauter aux yeux, en fait. C'est pas monsieur, madame, tout le monde. Hein. C'est une jeune nénette de 30 ans qui vient avec un paiement cash d'1 million. Elle a de la chance, quoi. Mais du coup, c'est pas le tout d'avoir un paiement comptant à 1 million, c'est aussi de savoir comment elle a eu cet argent-là. Donc, on a remonté un peu le fil conducteur de papa a fait une donation, papa a vendu son entreprise, etc. Et on a cherché à avoir la justificatif aussi. Donc, a priori, c'est passé. Mais remonter le fil conducteur, quoi, ça va vous sauter aux yeux, en fait. Pareil, un acheteur qui achète un bien... ça m'est déjà arrivé aussi, hein, un acheteur qui achète un bien à distance sans jamais le visiter. Voilà, remonter un peu le fil conducteur aussi. L'acheteur, il s'en fiche presque du bien, il voit votre annonce, il veut acheter, il va acheter tout de suite. Bon, c'est assez louche, ça vous saute aux yeux, encore une fois. C'est pas en général la situation de tout le monde. Et si vous avez un doute, je suis là, on est là, donc on communique ensemble, on demande des justificatifs ensemble, on remonte le fil conducteur, et s'il faut, du coup, je signalerai l'opération. C'est moi qui m'en occupe, c'est pas vous. Mais encore une fois, Tracfin, c'est vous êtes les Sherlock Holmes, on vous demande de connaître votre client, de récupérer les justificatifs, parce que demain, si on a un contrôle, il faut qu'on ait la preuve qu'on a fait le contrôle, et on vous demande de suspendre l'opération. Si vous avez un doute, contactez-moi et je poursuivrai le contrôle aussi. Je peux ajouter une petite expérience. C'est que j'ai dit juste une petite expérience à raconter si ça vous intéresse. Je le dis quand même. C'est que j'ai un ami qui voulait vendre sa boulangerie. Et en fait, justement, il y a quelqu'un de l'extérieur, je crois que c'était un pays étranger,
Il a dit oui pour l'acheter, mais il a demandé au propriétaire d'aller chez lui, en fait, pour récupérer l'argent, pour vendre le bien. Et le monsieur, il me pose la question, est-ce que j'y vais? Si, mais je vais y aller avec mon fils. Et puis, en fait, ça ne s'est pas fait. Il n'est pas allé, mais c'était un truc de fou, quoi. C'était un truc de fou. Et il n'avait pas du tout vu le bâtiment, il ne s'est pas déplacé, rien du tout. Si, je veux l'acheter, vous venez, je vous donne l'argent. Si, l'argent liquide. Il a voulu le rouler dans la farine. Ah ben, Justement, Fanny, tu n'évoques pas. Alors, je suis désolée, moi, j'ai un rendez-vous dans 10 minutes. Je vais devoir vous laisser, mais tu n'évoques pas, tu sais, l'histoire des pays. Alors, nous, on était assez sensibilisés là où on était avant, puisqu'on était filiale de banque. Donc, ils avaient vraiment. Enfin, on avait un correspondant Tracfin au sein même de l'entreprise. Et il y a des pays, en fait, qui sont orange, rouge, noir. Donc, noir, tu es en interdiction formelle de vendre. Tout ça, vous fonctionnez de cette manière. On en parlera mardi. On en parlera mardi. Mais tu vois, typiquement, dans mon exemple du Serbe qui passe par une banque kosovaque, bon, bah, tu vois, on a été. C'est la question de l'identité du pays, du client acheteur-vendeur. C'est aussi l'identité du pays de la banque. Hein. Il y a aussi l'identité, enfin, il y a aussi la banque de quel pays elle vient, quoi. Il y a aussi ça. Mais effectivement, le pays, on en parlera. On ne peut pas parler de tout sur Tracfin, tu vois, mais en effet. D'accord. Et ce que je trouve super délicat, en fait, c'est que moi, je l'ai jamais vraiment fait dans l'entreprise où j'étais avant, et personne ne le faisait finalement. Mais normalement, c'est avant l'entrée en relation qu'on est supposé faire les choses. C'est-à-dire que finalement, au moment où on prend un bien à la vente, enfin, au moment de l'estimation, ou au moment du mandat de recherche, on est supposé déjà avoir tous ces éléments-là, quoi. Avec l'identité des personnes, c'est super dur. C'est votre travail d'investigation. Ouais, c'est une gymnastique, c'est un réflexe. Je pense que c'est une bonne pratique à adopter. Malheureusement, après, c'est vous qui êtes sur le terrain et je comprends que ce soit délicat, mais c'est une bonne pratique à adopter, ne serait-ce que la relecture du titre de propriété, etc., la copie des cartes d'identité, qui est propriétaire. Ça vous permet aussi d'éviter de passer à côté d'une information. Tout à l'heure, Tony disait une succession, une donation. Mathias parlait de démembrement de donation. Ça vous permet de passer à côté d'infos que vous devez avoir aussi. C'est une enquête, quoi. Vous prenez un bien à la vente, mais c'est un peu aussi l'idée de la carte grise. Hein. Quand vous allez chez le garagiste, quoi, ça c'était l'exemple. Donc, c'est une enquête que vous faites sur votre client, mais réunissez les justificatifs. Ils ne sont pas si déconnants que ça, hein, les justificatifs. Hein. Concernant le vendeur et concernant l'acheteur, il n'y a rien de déconnant. Tracfin, c'est aussi l'origine des fonds. Enfin, je veux dire, on parle d'un acheteur ici qui va acheter avec de l'argent comptant. Ça attire l'attention. Quand c'est de la banque, les fonds, ils viennent de la banque. Faut quand même identifier notre acheteur. Mais quand c'est un paiement comptant, il faut identifier l'origine des fonds. Et aussi la raison, quoi, pour laquelle il a ces fonds-là, quoi. Donc l'origine des fonds, la disponibilité, c'est une bonne pratique à adopter, mais je pense que ça contribue aussi à rendre votre dossier solide, à vous protéger dans tous les cas et à garantir à votre vendeur que votre opération, elle se fera. Ok. Je pense pas qu'on aura le temps, Christophe, tu me dis, pour les exercices pratiques. Oui, non, ça c'était au cas où on ait un peu plus de temps, mais je doutais, vu la densité du programme, que on est pas mal là quand même, non? Je pense que je vous ai tout dit, et puis on fera encore une fois des points de complément d'information en semaine mardi. Et puis la semaine prochaine, il y a une matinale sur Tracfin. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Connectez-vous. Je vous invite vivement à être présent. Est-ce qu'il y a eu des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Là, je vais voir ce soir pour
pour un mandat pour un terrain de loisirs avec étang. Et je crois qu'il y a des lois à savoir, ou il y a quelque chose au niveau des trucs et forêts. Ouais, alors les terrains de loisirs avec étang, les questions principales que tu auras, c'est est-ce qu'on peut poser des tiny houses et des caravanes? C'est souvent les questions qui reviennent sur les terrains de loisirs. Donc c'est des terrains qui sont non constructibles, mais la plupart du temps, la question que tu auras et que tu pourras te poser, c'est est-ce qu'on peut poser quelque chose dessus? Une caravane ou une tiny house. Et si tu veux, on peut en discuter après la nationale. J'ai eu quelques terrains de loisirs. Hein. Oui, je pourrais te faire un retour. Oui, d'accord. Voilà, on arrive à la fin. Ouais. Oui. Super. Alors, évidemment, Fanny, comment te dire merci? Parce que, pour tout vous dire, hier ou avant-hier, j'ai envoyé la présentation à Fanny. D'habitude, on orientait surtout sur le mandat. Et au vu de la situation aujourd'hui actuelle, enfin de ce qui s'est passé, on a un petit peu modifié la présentation. Et Fanny, tu t'es adaptée admirablement. C'était d'une fluidité extraordinaire. C'était très précis. C'était limpide. Ça donnait envie d'aimer le droit et la partie juridique. Donc encore, merci Fanny. Je te remercierai jamais assez en fait. Mais pas de souci. Mais écoutez, en tout cas, je reste dispo, sachez-le. Et j'espère que c'est clair, effectivement. Donc n'hésitez pas. On se voit en formation à Angers dans pas longtemps. Je pense qu'il fera chaud, donc faites attention à vous. Prenez des vêtements adéquats parce qu'à mon avis, on va crever de chaud. Bonne matinée à tous. Bon week-end. Merci. Bonne journée, merci. Bon week-end. Merci. Bon week-end à tous. Profitez bien. Il y a le rugby ce week-end. N'oubliez pas, c'est la finale du championnat de France. Bisous, Bon à bientôt. Bon week-end à tous. Merci, au revoir.